Voilà. Alors donc, pour la démo, donc comme la dernière fois, donc je vais créer un projet Spring Boot. Donc la dernière fois, donc je vous ai montré que pour créer un projet Spring Boot, on peut utiliser New Project. Et si vous avez la version de IntelliJ Ultimate, donc vous avez Spring Initializer, n'est-ce pas? Sinon, si vous avez Community, donc il faut installer un plugin, etc., qui intègre ça. Mais si vous voulez pas créer le projet de cette manière, il y a une autre façon de créer un projet Spring. C'est d'aller vers le site start.spring.io. Alors en principe, ça c'est ce qu'on appelle Spring Starter. La majorité des frameworks, ils ont tendance à faire ça, c'est-à-dire il y a un site directement dans lequel vous pouvez générer directement un projet et après vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quelle IDE. Dans ce cas-là, donc pour ne pas forcément le faire à partir de votre IDE. Donc vous voyez, donc c'est la même chose, donc c'est un projet Maven. Je vais utiliser Java. Donc la version, je garde la dernière version. Ici donc le groupe ID, je vais utiliser ma.inset. Artifact ID, donc je vais utiliser par exemple inset GPA. Alors qu'est-ce que allez, hospital. Donc ça c'est le nom du projet, Artifact ID par exemple, tout ça. Bon, je vais utiliser Java 8, bon, ou la 11 ou la, tout dépend, donc dans la configuration. Et après les dépendances. Alors quelles sont les dépendances que j'ai besoin? Donc j'ai besoin donc de Spring Data GPA. Ok. Voilà. Ensuite, je vais ajouter la partie, la base de données, je vais utiliser H2, Database. Ensuite, je vais ajouter la partie web, Spring Web, parce que j'ai besoin par la suite de créer une application web. Et j'ai besoin d'utiliser Lombok, comme la dernière fois. Je me la dernière fois, bon, après, s'il y a des dépendances, on peut les ajouter. Et après, vous pouvez générer le projet. Donc, je le génère. Bon, c'est un fichier .zip, c'est rapide. Alors, ce fichier-là, c'est .zip, donc c'est un fichier, c'est un projet Maven. Vous le prenez, vous le copiez quelque part. Alors, par exemple, ici, donc, je vais créer un dossier que je vais appeler application. Vous l'avez déjà. Un dossier que je vais appeler inset. Comme ça. C'est déjà. Alors. Activité. Alors ici, quelque part dans un dossier, vous collez, c'est un fichier .zip, vous faites extraire ici. Vous voyez donc ça c'est un projet Maven tout simplement. Et après vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel IDE. Donc c'est ce que je vais faire avec mon IDE. Open. Le dossier s'appelle Activities, le dossier s'appelle Hospital. Open. Voilà. New. Et c'est tout. Donc vous voyez donc je vous ai montré la dernière fois comment créer le projet directement à partir de IntelliJ en utilisant Spring Initializer Project. Alors cette fois-ci j'ai créé le projet mais en passant via Spring, voilà, start.spring.io, ce qu'on appelle Spring Starter. La majorité des frameworks souvent ils ont cette tendance. Ils vous donnent un framework mais ils vous disent pour ne pas perdre le temps dans les dépendances, etc. Donc vous passez via ce site, vous pouvez cocher les dépendances. Vous avez la structure des projets Maven par exemple, et après vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quelle idée. Alors ça c'est le projet qui est créé. Alors maintenant dans ce projet-là, donc je vais ici donc créer un package entities dans lequel je vais créer des entités. Alors je vais reprendre le même exemple de tout à l'heure.
Je veux par exemple créer une application qui permet de gérer des patients. Je crée l'entité patient. Alors chaque patient peut effectuer des rendez-vous. Donc j'aurai besoin de la classe des rendez-vous. Et chaque rendez-vous concerne quoi? Médecin. J'ai l'entité médecin. Donc ici, donc j'ai trois entités. Ok? Alors, un patient est défini par son ID. Alors ici, donc, je vais utiliser des ID de type langue. Par son nom. Par la date de naissance. Par, voilà, donc, attribut booléen, comme on a fait la dernière fois. Malade. Et après, un patient est défini. Oui? Qu'est-ce qu'il a? Oui, pour chaque rendez-vous, on va faire une consultation. Tout à fait. On va créer la classe consultation également. Bon, ça veut dire que je suis en train de reprendre le même modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est celui-là. Voilà. Alors, donc, ici, donc, nous avons un patient. Voilà. Alors maintenant, on va régler les problèmes des associations d'abord, parce qu'en fait, un patient, il peut effectuer plusieurs rendez-vous. Donc, vous avez une collection de rendez-vous, tout à fait. Collection de rendez-vous. Alors, dans rendez-vous, on va dire chaque rendez-vous est défini par son ID, par la date, par... En fait, si vous voulez, le rapport Bnisbelna, c'est la consultation. Si vous voulez, suite à un rendez-vous, donc il y a une consultation, le rapport, on peut le mettre la consultation. Et on peut prévoir par exemple un booléen, c'est-à-dire est-ce que c'est un rendez-vous qui a été, c'est-à-dire annulé ou là. Souvent, c'est important de savoir un rendez-vous, est-ce qu'il est annulé. Et après, maintenant, un rendez-vous concerne un patient. Okay. Et un rendez-vous concerne également un médecin. Ça fait. Alors, je reviens vers médecin. Alors, un médecin est défini par son ID, par son nom, l'adresse mail, tout à fait, par son email, spécialité, string, spécialité, bon, pas d'accent, etc. Bon, ça c'est pas bon. Spécialité, on peut mettre. Alors, je cherche à utiliser un type énuméré, ça c'est important. Par exemple, proposez-moi un type énuméré. Oui, statut de le rendez-vous, par exemple, la consultation. Le rendez-vous, est-ce qu'il est actif, le statut dialogue? Au lieu de mettre, par exemple, un booléen, je suis d'accord? Au lieu de mettre un booléen ici, donc on va mettre status. Statut, rendez-vous, statut. Et pour moi, statut rendez-vous, c'est un type énuméré. Donc je vais créer un type énuméré.
new, un type enumeration. Je vais appeler statut rendez-vous. Ici, donc, je vais avoir par exemple le type, c'est-à-dire en cours. La valeur, ça peut être par exemple annulé. Annulé, donc cancelled. Ou bien done, par exemple. C'est-à-dire réalisé. Bon. Bon, bref, je cherche un petit peu à faire de... Donc ici, donc, j'ai un type énuméré. Donc ça veut dire que ici, dans rendez-vous, donc j'ai un type énuméré. OK? Alors, médecin, j'ai que ses attributs. Alors maintenant, un médecin est défini la même chose, c'est une relation. Vous avez une collection de rendez-vous. Parce qu'on va utiliser que des relations bidirectionnelles. Alors maintenant, pour consultation. Alors, consultation, nous avons chaque consultation. Il a son ID. Il a sa date de consultation. Bon, la date de consultation, normalement, c'est la date de rendez-vous. Mais après, bon. Après la consultation, il y a un rapport. Bon, c'est un string. Et après, donc, je vais dire une consultation et les suites un rendez-vous. Vous avez entre rendez-vous et consultation, vous avez une relation de type one-to-one. Alors, vous voyez donc, quand vous créez le modèle, vous créez d'abord les classes. Donc, après, maintenant, on va faire le mapping. On va utiliser les annotations GPA. Alors, pour cela, donc, dans les annotations GPA, donc, il y a d'abord l'annotation entity. Alors, si vous ne voyez pas entity, ça veut dire que on a dû oublier quelque chose. Ça veut dire, dans les dépendances, on n'a pas utilisé Spring Data GPA. Bon, normalement, on l'a fait, n'est-ce pas? Alors, comment faire? Alors, form XML. Et ici, donc, vous allez utiliser Maven Reload Project. Bon, je fais confiance. Normalement, ici, vous avez Spring Data GPA. J'ai l'impression qu'elle est là. Ben, c'est juste, parfois, il faut que charger les dépendances. La notation entity. Voilà. Alors, pour l'onbook, donc, on va utiliser la notation data pour les getters et setters. Un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. L'identifiant, vous utilisez la notation ID. On va utiliser generated value. Alors, stratégie, je vais utiliser identity. La date de naissance, ici, je n'ai pas besoin de garder l'heure, les minutes. Donc, je peux utiliser la notation temporaire, notamment avec la valeur, c'est date. C'est pas time ou la time. Sinon, par défaut, c'est timestamp. La connexion des rendez-vous, on va utiliser one to many. Alors, c'est une... Voilà, method by. Alors, method by, donc, alors, dans la classe rendez-vous, j'ai un attribut qui s'appelle patient. Donc, je vais prendre cette variable-là. Alors, je suis dans quelle classe? Patient. Donc, mapped by patient. Alors, fetch, donc, par défaut, c'est lazy. Alors, vous voyez donc ici, il vous dit que quand vous mettez one to many, ça suppose que rendez-vous doit être une entité GPA. Donc, c'est normal parce qu'on n'a pas encore utilisé la notation entity. Alors, je reviens vers rendez-vous. Je fais la même chose.
entity, data, no arg constructor, all arg constructor, id, generated value, stratégie, identity. Okay. Et après, ici, donc, on va ici utiliser many to one. D'accord? Et là également, vous avez many to one. Alors, sauf commit cell, c'est normal, il n'est pas encore mappé. Donc, il nous faut encore utiliser la notation entity. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, dans le médecin, je complète par la notation entity. Data, no arg constructor, all arg constructor, la notation id, generated value, stratégie, identity. Ici, donc, je vais utiliser quelle annotation? One, two, many. Avec mapped by quoi? Alors, la même chose, dans la classe rendez-vous, j'ai un attribut qui s'appelle médecin. Donc, c'est ce que je dois mettre ici. Alors, fetch lazy par défaut. Alors, il reste consultation. Alors, dans un rendez-vous, il ne faut pas oublier que vous avez il y a une consultation, mais si vous voulez garder que si vous voulez faire qu'une association unidirectionnelle, n'est-ce pas? Ce qui est, donc, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, entre consultation et rendez-vous, vous avez une association qui est unidirectionnelle. Ça veut dire, au moment de la création de la consultation, j'ai besoin de choisir le rendez-vous. Pour quel rendez-vous? Si vous voulez que ça soit bidirectionnel, donc on va ajouter un attribut ici. Consultation. Et là, c'est quelle annotation? C'est one to one. Alors, vous avez ici one to one, consultation. Ça doit être une entité. ID. Stratégie, identité. Alors ici, donc, ici une consultation. Donc pour un rendez-vous. Donc vous avez ici quoi? C'est one to one. Mais après, si vous one to one, il faut mettre mapped by. Où est-ce qu'on veut mettre la clé étrangère? De préférence ici, c'est dans consultation. Donc ça veut dire que dans rendez-vous, je vais utiliser mapped by égale. Alors dans consultation, j'ai un attribut qui s'appelle rendez-vous. Alors il ne faut pas se tromper là-dessus. Alors ici, donc consultation, plutôt c'est rendez-vous. Je mets ici. C'est bon? Et voilà, donc vous avez mappé. Vous avez mappé fait le mapping des entités. Alors, pour vérifier ce que la base de données va être générée, du moment qu'on utilise H2, on va juste spécifier Spring Data Source URL. Alors, je vais utiliser pour le moment GDBC .mem H2 memory et la base de données s'appelle par exemple hospital. Voilà. Et après ici donc Spring H2 console enabled. On va mettre comme ça on peut voir un peu ce qui se passe dans la base de données. Et après le port 80-86 pour l'application.
Alors ça, je l'ai déjà montré la dernière fois, donc je ne vais pas m'arrêter dessus. Donc on va vérifier c'est quel modèle de relationnel qui est généré. Alors pour le moment, on utilise la base de données H2, mais après, on va basculer vers la base de données MySQL, par exemple. Alors maintenant, si votre mapping est bon, il n'y aura pas d'erreur. Mais s'il y a des erreurs, bon, forcément, donc les annotations GPA, s'ils sont mal placées, tout ça, vous allez avoir des problèmes. Alors ici, donc, il n'y a pas de problème. Alors si pour voir le modèle qui est généré, notre application elle est sur 8086, on va utiliser /h2 console. Alors notre base de données s'appelle Hospital. C'est une base de données de type H2. On va se connecter et on va regarder donc qu'est-ce qu'il y a. Donc patient. Vous voyez donc patient, vous avez les attributs ID, date de naissance, malade, le nom. Ok. Médecin, ID, email, le nom, spécialité. N'est-ce pas? Donc jusque là il n'y a pas de clé étrangère. Alors maintenant rendez-vous. Alors dans rendez-vous vous avez des clés étrangères. Vous avez ID de rendez-vous, la date, le status, médecin ID et vous avez patient ID. Ok. Et après consultation, je devrais trouver la clé étrangère vers rendez-vous. Alors c'est ce que je vais avoir ici. Donc ici, donc j'ai rendez-vous ID. C'est bon? Alors ça c'est le. Donc on a mappé. Maintenant on va faire un petit exemple d'application. On va créer les interfaces GPA Repository. Donc pour chaque entité, donc on va créer des interfaces. Alors ici donc je vais créer un package que je vais appeler Repositories, dans lequel je vais créer une interface que je vais appeler patient repository extend GPA repository. Alors ça c'est Spring Data. Donc ici donc je n'ai pas besoin d'utiliser Entity Manager, etc. Donc Spring Data va m'épargner de faire ça. Donc ici donc c'est quoi l'entité qu'on veut gérer? C'est patient. C'est quoi le ID du patient? Il est de type. Et après on va faire copier-coller pour les autres. CTRL-C. On va utiliser médecin repository. Alors il faut pas oublier de changer ici. Médecin. Ensuite, j'ai rendez-vous repository. Déjà fait. Donc l'entité qu'on va gérer c'est rendez-vous. Et ensuite j'aurai besoin de quoi? Consultation repository. Ici l'entité qu'on va gérer c'est consultation. Voilà, donc ça c'est en fait les annotations. Maintenant on va faire un test. Alors dans notre application, au démarrage je veux exécuter quelques tests. Donc la dernière fois donc, je vous ai dit que la façon la plus simple c'est d'implémenter l'interface command line runner et après vous allez redéfinir la méthode run et dans laquelle vous pouvez faire des traitements. Ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la mieux, c'est de ne pas faire add implement command line runner et vous allez juste créer une méthode ici qui retourne un objet de type command line runner. Cette méthode on va l'appeler start. Il suffit d'utiliser la notation bin. Alors en fait dans Spring, quand vous avez une méthode qui utilise la notation bin, d'accord, c'est une méthode qui va s'exécuter au démarrage, premièrement. Et en même temps, cette méthode-là va retourner un objet. Et cet objet-là, il devient un composant Spring. C'est-à-dire, c'est comme si vous créez une classe avec la notation component. C'est-à-dire, si vous voulez créer un objet qui devient un composant Spring,
Ben, tout simplement, vous créez une méthode qui retourne un objet. Et si vous mettez bin, c'est comme vous dites à Spring, tiens, au démarrage, tu vas exécuter cette méthode, il va te donner un objet, et cet objet-là, tu vas le placer dans ton contexte. Tu vas le mettre parmi la liste des objets, des composants, des bins que tu as créés. Et comme ça, dans mon application, si je veux l'utiliser, il suffit d'utiliser AutoWired. Vous pouvez l'injecter là où vous voulez. Alors ici, donc, la commande line runner, il va retourner une fonction qui va exécuter un traitement. C'est une fonction lambda, bon, c'est-à-dire c'est une interface, n'est-ce pas? Donc cet objet commande line runner, qu'est-ce qu'il fait Spring? Au démarrage, il appelle start, et start va retourner un objet de type commande line runner. Et vous savez, un objet commande line runner, c'est une interface qui contient la méthode run, n'est-ce pas? Et bien tout simplement, je redéfinis le code de cette méthode et je mets ce que je veux. Donc ça veut dire que tout le code que vous mettez ici à l'intérieur, c'est du code qui va s'exécuter au démarrage. Alors ça, c'est beaucoup mieux que d'implémenter l'interface command line run. Pourquoi? Parce que maintenant, si vous voulez injecter quelque chose, il suffit de le déclarer dans la méthode start. Par exemple, je veux ajouter des patients, je vais ajouter ici directement patient repository. Alors automatiquement, quand vous mettez un objet, ben, il fait l'injection des dépendances. Donc je n'ai pas besoin de déclarer un attribut et avec AutoWired, comme on a fait la dernière fois, ça marche. Mais ici, c'est plus simple. Donc, à chaque fois que vous voulez un objet, il suffit de le déclarer dans la méthode. Ben, Spring, il va l'injecter. Il fait l'injection des dépendances. Alors, ici, dans mon cas, ici, donc, je vais utiliser patient repository.save. Je vais créer un patient. Un patient, par exemple, qui s'appelle Hassan. La date de naissance, c'est la date système. Il vient de naître. Et quel autre attribut? Alors, si vous regardez patient, alors vous allez vous retrouver en train de faire ici, donc vous avez la date de naissance, vous avez l'attribut malade et après vous avez une collection de rendez-vous. Alors ici, donc, si vous voulez faire quelque chose de plus simple, vous allez dire je vais créer un patient qui n'est pas malade, false. Et vous savez, j'ai un constructeur qui m'impose des paramètres que je n'ai pas besoin d'utiliser. Ici, le ID, c'est quoi? C'est nul. Donc, c'est-à-dire le ID, il est nul. Le nom, c'est ça. La date de naissance malade. Donc, ici, donc, j'ai un attribut que je dois spécifier. Parce que je n'ai pas besoin de savoir la liste des rendez-vous quand je crée le patient, n'est-ce pas? Mais ça suppose que, de préférence, d'utiliser un constructeur avec paramètres dans lequel vous mettez que les attributs que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ce qui serait, toujours parce qu'un constructeur avec 50 paramètres, ça n'a pas de sens. Ce qui a plus de sens, c'est quoi? C'est de dire je vais créer un patient. Parce que la réalité, c'est que souvent, on utilise un constructeur sans paramètres. Et après, vous dites patient.set. C'est quoi son nom? C'est quoi sa date de naissance? Et après, vous dites .set malade. Et vous l'enregistrez. Patient repository.save. Je préfère comme ça. Okay, parce que généralement, c'est de... Oui. Oui, alors, pour l'histoire des constructeurs, dans le Lombok, vous pouvez mettre c'est-à-dire vous pouvez spécifier c'est-à-dire un constructeur avec paramètres, vous spécifiez les paramètres que vous voulez, vous pouvez ajouter votre propre constructeur, si vous ne pouvez pas le faire avec Lombok, vous allez vers patient et vous pouvez ajouter un autre constructeur, il n'y a pas de problème. Mais comme je disais, juste, il ne faut pas trop être lié au constructeur, parce que dans la pratique, c'est que on crée un objet, on fait les sets, et après, si on veut consulter, on va utiliser les getters. Donc, c'est ce qui est plus pratique. Okay? C'est plus lisible en termes de code.
C'est bon? Alors en fait, moi je vais créer en fait 3 patients. Alors pour faire 3 patients, je vais utiliser list of, j'ai une liste. Non, je ne vais pas utiliser liste, mais je vais utiliser stream of, j'ai des personnes, Mohamed, virgule, Hassan, j'ai Najet, je fais for each. For each, je fais ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? CTRL X, CTRL V. C'est quoi ça? Donc, j'ai 3 personnes, Mohamed, Hassan et Najat. Donc, je fais une boucle. Ici, donc, au lieu d'utiliser Hassan, qu'est-ce que je vais mettre ici? Name. Donc, pour chaque nom, parmi ces 3, je vais l'enregistrer dans la base de données. Finalement, donc, j'ai ici combien de personnes? J'ai 3. Vous faites le test. Alors ici donc on va consulter la table patient. Donc j'ai bien j'ai 3 patients, ok? Normalement je crée les patients, je crée d'abord les médecins, n'est-ce pas? Alors j'ai des médecins. Normalement dans une telle application, ce qu'on crée d'abord c'est les médecins, n'est-ce pas? Il faut avoir d'abord des médecins. Alors, mais c'est pas ça Donc, je fais la même chose pour médecin. Pour ajouter des médecins, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais encore injecter, virgule, une autre interface qui s'appelle médecin repository. Je vais faire copier-coller. OK? Alors, j'ai des médecins. Alors, je vais prendre que le nom du médecin, par exemple, Ayman. Bon, je voulais chercher la liste pour mettre vos noms, mais Hanan et Yasmine. Alors, Ayman, Hanan, Yasmine, c'est des médecins. Alors, c'est donc ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est qu'on va créer médecin. Alors, médecin.set, non, c'est name. Médecin.set, la spécialité. Alors, la spécialité, on va dire, on va faire un mat.random. Alors, vous savez, mat.random, il génère un nombre entre 0 et 1. S'il est supérieur à 0,5, point d'interrogation, je vais dire spécialité cardio. 2 points, chirurgie. Hein? Dentiste. Chirurgie dentaire. Ok? C'est-à-dire, il y a 50% que ce soit. Voilà. Mais après, vous pouvez mettre plus de. Alors, j'ai un médecin et après, je vais faire médecin repository. Save. Votez save. Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de faire vraiment des tests, opération par opération, pour vérifier si tout va bien. Et après, on peut passer à la suite. Alors ici, donc, j'ai médecin
Bon, à chaque fois, parce que c'est une base de données H2, à chaque fois, il faut se connecter. Alors ici, donc, j'ai, en fait, ici, alors email, on n'a pas mis, et on n'a pas utilisé email, on va l'ajouter. Médecin.set. Cet email, je vais utiliser par exemple name plus @gmail.com. Vous avez suivi jusqu'à présent. Parfait. Donc vous avez des patients, vous avez des médecins. Maintenant, on va créer des rendez-vous. Voilà. Alors pour les rendez-vous, comment on va faire? Donc on va par exemple, on va prendre, je vais chercher par exemple le patient Hassan. Ok? J'ai le patient Hassan. Alors supposons que vous voulez chercher le patient par son nom. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans l'interface patient repository. Vous allez utiliser une méthode patient. Voilà. Patient find by quoi? By non. Alors vous voyez donc, je vous conseille quand vous nommez les attributs, vous nommez tout ça en anglais, d'accord? Quand vous mélangez entre le français et l'anglais, là vous avez l'impression que de faire un peu de la salade. Moi en fait ça c'est une mauvaise habitude que notre génération est un peu, c'est un peu une génération, on mélange beaucoup le français et l'anglais. Et du coup, donc on ne sait plus, parfois on commence à écrire en anglais, après on retrouve en français. Mais dans les bonnes pratiques, tout ce qui est les mots-clés et tout ça, de préférence de nommer les choses en anglais. Alors c'est donc by, quoi? By? Non. L'attribut, comment il s'appelle déjà? Sinon? Dans patient. L'attribut s'appelle? Non. Donc logiquement, je devrais trouver find by? Non. String name. Alors maintenant, tout dépend ce que vous voulez. Si vous retournez ici patient, si vous retournez patient, donc il va vous retourner. S'il y a un seul, il va vous retourner un seul. S'il y a plusieurs, il va vous générer une exception. Il vous dit qu'il y en a plusieurs. Dans ce cas-là, il faut retourner une liste. Ça suppose ici, donc je suppose c'est comme si par exemple le nom il est unique. Mais c'est pas ça, c'est pas bon. Généralement, quand vous faites ça, il vaudrait mieux le. Mais l'essentiel, c'est que vous avez find by ID, find by. Ici, find by nom. Et vous avez également le médecin. Je vais faire la même chose dans médecin repository. Médecin find by non. Alors dans médecin ici, donc j'ai l'attribut non également. Alors c'est juste pour revenir sur ça. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que supposons j'ai un patient égale à quoi? Égale c'est patient repository point find by non ou bien find by ID. Alors by ID, donc ça suppose je veux le patient dont ID égale à 1. Alors quand vous utilisez .id, donc il faut mettre soit get ou bien or null or else. Pour ça je l'ai montré la dernière fois. C'est-à-dire que je vais chercher un patient, s'il existe, il va le retourner, sinon il va retourner nul. Ok? Alors ici, ils sont par ID, mais si vous voulez le chercher par nom, patient, égale à quoi? C'est
patient repository.find by nom. Et là, vous mettez par exemple le nom ici, c'est Mohamed. Logiquement, ça devrait donner le même résultat. Sauf que je cherche par nom. Ça suppose qu'il y a un seul Mohamed. Ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est juste pour vous dire. Donc, je cherche ici un patient. Soit de cette manière, soit celle-là. J'ai besoin d'un médecin. Médecin égale médecin repository. Point find by nom. Donc j'ai un médecin qui s'appelle Yasmine. Ok. Je vais créer un rendez-vous. Alors ce rendez-vous-là, set la date. Je vais utiliser la date système. Rendez-vous.set status. Alors par défaut, je vais utiliser, par exemple, le statut c'est pending, c'est-à-dire en cours. Ou là, cancelled ou la done, pending. Après, on peut le modifier. Alors, rendez-vous.set patient. Je vois le médecin. Regardez le médecin, c'est ce médecin. Rendez-vous.set patient. C'est quoi le patient? C'est patient. Donc, je suis en train de créer un rendez-vous qui concerne un patient qui existe déjà et un médecin qui existe déjà. Et après, je vais enregistrer le patient, le rendez-vous. Alors, pour enregistrer le rendez-vous, donc j'ai besoin de l'interface. Je vais encore injecter rendez-vous repository. Save rendez-vous. Et je teste. Alors s'il n'y a pas d'erreur, donc en principe ça devrait passer. Alors, a priori, il n'y a pas de problème. Je consulte la base de données. J'ai ici donc le rendez-vous. Alors je vois bien, il y a un rendez-vous, voilà la date, voilà le statut. Vous voyez, donc c'est 0. Le type énuméré par défaut, il utilise les valeurs des constantes 0, 1, 2, 3, etc. N'est-ce pas? Ça c'est par défaut, ce qu'on appelle ordinal. Ordinal, c'est-à-dire il utilise l'ordonnée. Et après, donc, je vois bien, ça correspond le médecin numéro 3. On est bien d'accord, c'est Yasmine. Et après, quel patient? Le patient numéro 1. Alors, si vous voulez stocker dans la base de données, le type énuméré, vous voulez le stocker en format string et non pas en termes ordinal. Voilà ce que vous allez faire. Alors, vous allez revenir dans l'entité rendez-vous. Vous faites l'attribut status rendez-vous, vous allez utiliser la notation GPA enumerated. Et dans enumerated, vous avez les valeurs, vous voyez, donc soit ordinal, soit string. Alors, par défaut, c'est ordinal. Là, je vais mettre string. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Je réexécute dans la base de données. Ou plutôt, donc, la valeur de l'entité, il va la stocker en format string. Donc, c'est aussi l'occasion de vous montrer comment utiliser les types énumérés. Alors, ici, donc, vous voyez, donc, rendez-vous, je vois ici quoi? Statut, c'est pending.
Est-ce que vous suivez? Alors, je sais que ça va être difficile de travailler en même temps que moi, mais le plus important, c'est que vous avez l'enregistrement chez vous. Vous pouvez prendre le temps de refaire ça. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? On a un rendez-vous, on sait créer des rendez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Consultation. Alors maintenant, on va créer une consultation. On fait la même chose. Alors, consultation égale new consultation. Alors, consultation.set. Set la date consultation. New date. Alors, si vous voulez mettre le même rendez-vous de la date du rendez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, si vous voulez être logique, c'est que quand vous voulez faire une consultation, il faut d'abord sélectionner pour quel vous voulez faire une consultation. Est-ce que vous avez pris un rendez-vous? N'est-ce pas? Donc, je vais d'abord sélectionner le rendez-vous. C'est-à-dire, je vais encore faire en quelque sorte rendez-vous égal à quoi? C'est rendez-vous repository.find by. Alors maintenant, c'est à vous de chercher. Je vais utiliser by ID. Je vais prendre le rendez-vous numéro 1. Donc à nouveau, donc j'ai un rendez-vous qui est déjà fait. Je vais créer une consultation. New consultation. Alors cette consultation, je vais lui dire, c'est quoi la date? Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre new date, ce qui est pratique. Ou bien vous pouvez mettre c'est rendez-vous.get date, c'est-à-dire c'est la date du rendez-vous. Alors là, c'est pratique parce que là, vous gardez l'heure, les minutes, etc. etc. Donc, c'est pas toujours précis avec les rendez-vous. Vous prendrez toujours un rendez-vous à 18h, mais vous finirez par faire la consultation à 20h. C'est normal. Il y a des retards. Le médecin est malade, il est en retard. Les rendez-vous ne seront jamais respectés à 100%. C'est-à-dire, ce qui est dans le système, j'ai pris un rendez-vous à 18h, mais en fin de compte, ma consultation, je l'ai fait à 18h30. Là. Donc, ce sont deux dates différentes. 7. Alors, j'ai fait la consultation. Pour quel rendez-vous? C'est rendez-vous 1, c'est-à-dire ce rendez-vous-là. Une consultation concerne un rendez-vous. Et après consultation, je vais mettre un rapport. Rapport. Voilà. On va mettre, à un moment donné, on va saisir un rapport. Et après, je vais enregistrer la consultation. Et pour enregistrer la consultation, donc je vais encore injecter l'interface consultation repository. Et je vais utiliser donc consultation repository.save ici cette consultation. Alors normalement, quand vous arrivez là, c'est que vous avez vraiment testé déjà quelques opérations d'ajout. C'est les premières méthodes que vous testez pour voir est-ce que votre modèle est bon. Et après, vous allez tester quelques méthodes de consultation, chercher, etc. Donc ça, c'est des choses dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc a priori, donc, ça ne devrait pas poser de problème. OK? Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant dans la base de données? Nous avons 3 patients. Nous avons 3 médecins. Nous avons un rendez-vous. Il est là. Et nous avons une consultation. Oui, donc la consultation, ça concerne bien le rendez-vous que vous voyez là. Voilà le rapport. Bon, tout est clic. C'est bon? Alors maintenant, dans la pratique, alors ce qu'on est en train de faire avec les tests, c'est pas bon.
Parce que normalement, dans une application, il y a la couche DAO, il y a la couche métier, n'est-ce pas? Alors maintenant, si on veut arranger ce code-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va créer un autre package qu'on va appeler service. Bon, c'est généralement la couche métier. On l'appelle service. Alors, dans la couche service, on va créer une interface qu'on va appeler par exemple hospital. C'est une interface. Et hospital service. Dans lequel vous déclarez les quelques méthodes dont vous aurez besoin. Donc, vous avez besoin d'une méthode qui permet d'ajouter un patient. Save. Alors, qu'est-ce qu'elle reçoit comme paramètre? Patient. Vous avez besoin d'une méthode, bon, public n'est pas obligatoire, de médecin. Save médecin. Vous avez besoin d'une opération qui permet d'enregistrer un rendez-vous. OK? Et vous avez besoin d'une méthode qui permet d'ajouter une consultation. Ouais, donc ça, c'est une interface. Oui. Consultation. Alors, consultation. C'est bon? Après, on peut ajouter des méthodes, etc. Et après, on va créer une implémentation de cette interface. Alt entrée. Créer une implémentation de cette interface. On va redéfinir toutes les méthodes. Donc, créer une classe qui implémente l'interface. Ici, le nom, il ne faut pas mettre i. Je vais renommer la classe. Alors, cette interface-là, on va lui donner la notation service. Alors, les objets de la couche métier, généralement, on utilise la notation service. Et je vais utiliser la notation transactional. Transactional, ça veut dire que je voudrais que toutes les méthodes soient. Généralement, les opérations métiers, c'est des opérations qui sont transactionnelles. Ici, donc, vous avez besoin de déclarer les interfaces. J'ai besoin de quoi? De patient repository. J'aurai besoin de médecin repository. J'aurai besoin de rendez-vous repository. Et j'aurai besoin de consultation repository. OK? Alors maintenant, tout ça, il faut faire l'injection des dépendances. Comment on va faire l'injection des dépendances? Nous avons dit il y a deux façons. Soit vous utilisez AutoWire pour chaque interface, n'est-ce pas? Donc AutoWire, c'est inject. Faire l'injection. La deuxième solution, c'est la plus conseillée, c'est le constructeur. Alors ici, donc, je vais créer un constructeur qui reçoit tous ces paramètres. Avec Alt entrée, ajouter constructeur tous ces paramètres. Et du coup, donc, vous avez un constructeur avec paramètres. OK? Alors ici, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, rien de spécial. Donc ici, si vous, pour enregistrer un patient, qu'est-ce qu'on va faire? C'est patient repository.save. Alors là, il y a la même chose, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est médecin repository.save. Généralement, il n'y a pas que ça parce que souvent, parfois, on fait des tests. Le traitement métier, on vérifie quand même des choses. Avant de faire save, on fait des traitements métiers.
n'est-ce pas? Alors, par exemple, je veux enregistrer un rendez-vous. Il faut d'abord consulter est-ce que la date du rendez-vous, est-ce qu'il n'est pas occupé, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire que ici, c'est des choses, c'est un peu le. Je vous donne juste le squelette de la méthode. Ici, donc, je vais faire rendez-vous repository.save rendez-vous. Ici également, je vais faire quoi? Consultation repository.save consultation. Là, est-ce qu'il y a vraiment des traitements métiers? Non. Ici, c'est des méthodes qui ne font que appeler la couche DAO. Mais dans la pratique, quand on va enregistrer, il y a des traitements métiers. Parce qu'on peut, pas n'importe quelle donnée, je vais l'enregistrer dans la base de données. Il faut d'abord faire des vérifications. Est-ce que, par exemple, le rendez-vous, est-ce que le médecin est disponible dans cette date, etc., etc., avant d'enregistrer. Si ce n'est pas possible, on va générer des exceptions, etc. Alors maintenant, vous avez ici ajouté quoi? Vous avez ajouté une couche service à votre application. Alors dans notre cas, la couche d'application qu'on va créer, ici, finalement, je n'ai plus besoin d'injecter tout ça, ces interfaces repository, parce que on a besoin d'utiliser directement la couche service. Et pour moi, la couche service, c'est quelle interface? Hospital service. Donc, vous allez injecter la couche métier. Et vous avez compris ici, au lieu de faire ça, on va utiliser hospital service.save patient. Ici, au lieu d'utiliser médecin repository, qu'est-ce qu'on va faire? Hospital service.save médecin. Ici, c'est hospital, c'est patient. Alors là, j'ai pas de méthode qui permet de consulter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, c'est donc j'ai patient repository found by ID. Donc, dans la couche métier, je n'ai pas cette méthode. Alors, vous l'ajoutez. Alors, pour cette méthode-là, donc, vous savez maintenant le principe. Alors, ça veut dire que ici, donc, je vais me permettre de faire ça. Patient repository. Ben, c'est juste pour gérer un peu le temps. Également, rendez-vous repository. Donc, ici, patient rendez-vous. Et après, consultation repository. Non, consultation, il n'y a pas de problème parce que je peux enregistrer. Donc, c'est juste ici qu'on fait find by non. Ici, quoi c'est médecin repository. Oui. J'aurai besoin de médecin repository. Alors ici, donc, c'est hospital service, point, save, consultation. Donc, c'est juste pour vous dire que dans la pratique, généralement, c'est qu'on va plutôt faire, c'est-à-dire que souvent, parce que si c'est la couche présentation, il va utiliser la couche métier. C'est la couche métier qui va utiliser la couche DAO. Alors, quoique, vous pouvez utiliser directement la couche. C'est-à-dire, si vraiment, notre couche métier ne va faire que ça, regardez, il va que appeler des méthodes comme ça, on peut dire que cette couche métier ne sert à rien. N'est-ce pas? On va carrément la supprimer, on utilise directement les interfaces repository. Mais dans la pratique, non. Dans la pratique, c'est que avant d'ajouter un médecin, il y a le métier, n'est-ce pas? Il y a des règles métiers qu'il faut vérifier. C'est-à-dire, c'est pour cela que c'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Oui? Alors, généralement, c'est toujours pratique de retourner l'objet sauvegardé. Pourquoi? Parce que quand vous dites save, vous remarquez ici, par exemple, je fais save rendez-vous. D'accord?
save rendez-vous ici. Ok? Je vais déclarer la variable. Alors ici donc une variable saved rendez-vous. C'est-à-dire le rendez-vous enregistré. Et après vous avez besoin de donner au client le numéro du rendez-vous. Vous allez utiliser ici saved rendez-vous .getID. Vous savez par exemple getID c'est un attribut qui est auto increment. Alors ici donc qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois, c'est-à-dire il enregistre, mais quand il enregistre, il y a parfois des attributs qui sont par exemple le ID c'est la base de données qui va le choisir, n'est-ce pas? Et quand il va vous retourner, vous pouvez avoir le ID de votre rendez-vous. C'est donc qu'est-ce que j'ai ici? C'est le ID du rendez-vous. C'est-à-dire c'est par exemple quand vous créez un rendez-vous pour quelqu'un, vous lui dites voilà le numéro de ton rendez-vous. Si tu veux lui dire ça, il faut enregistrer le rendez-vous. Et après, par la suite, tu dois encore consulter le rendez-vous pour voir son ID. Mais le fait ici qu'il retourne directement l'objet créé, c'est-à-dire je crée le rendez-vous, mais je peux consulter le détail du rendez-vous. Donc souvent, dans la pratique, la méthode save, il retourne toujours l'objet qui est enregistré. Si vous en avez besoin, vous l'utilisez. Si vous n'en avez pas besoin, n'utilisez pas. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est clair? Alors ça c'est pour ce cas-là. Alors autre chose, par exemple le rendez-vous, on ne va pas utiliser des numéros, etc. On voudrait, parce qu'en fait, auto-increment, c'est pas toujours comme ça qu'on fait. Il y a toujours le ID auto-increment. Parfois vous avez besoin de mettre par exemple un string. Par exemple le ID du rendez-vous c'est un string. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire ça. N'est-ce pas? Donc, un string, comment on va le définir? Alors, dans la couche métier, ici, quand je vais enregistrer un rendez-vous, ici, vous voyez, avant d'enregistrer le rendez-vous, je vais faire rendez-vous.set ID. Et je vais lui donner, par exemple, je vais utiliser un générateur, si vous voulez générer des chaînes à caractères aléatoires, ça c'est très utilisé, c'est ce qu'on appelle UID. Random UID.toString. Alors c'est quoi ça? C'est que vous êtes en train de générer une chaîne de caractères aléatoires, mais qui est unique. Pourquoi elle est unique? Parce qu'elle dépend de la date système. Donc, UUID, donc c'est quelque chose qu'il faut connaître dans Java. Parce que quasiment dans toutes les bases de données, dans toutes les applications, souvent, on va utiliser des générateurs de type ce qu'on appelle UUID. C'est une chaîne de caractères qui est unique et qui est générée ici d'une manière aléatoire. Donc, ici, random UID.toString. Alors, si vous faites ça, alors là, ça ne va pas trop marcher parce que tout à l'heure, dans mon application, j'ai cherché un rendez-vous avec ID égale 1, n'est-ce pas? Mais là, on n'aura pas un rendez-vous dont ID égale à 1. Donc, je vais avoir quelque chose que je ne sais pas. Donc, ça veut dire que le rendez-vous, maintenant, il va falloir le chercher. Alors, pour moi, ce que je vais faire, je vais un peu tricher, pas tricher, je vais chercher tous les rendez-vous, find all, .get 0. C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de prendre? C'est comme si je consulte tous les rendez-vous et j'ai sélectionné quoi? Alors, j'exécute. Alors, c'est exprès que j'ai fait ça juste que vous ayez une idée, parce que c'est pas toujours auto-increment. Parfois, on préfère utiliser donc des... Si vous travaillez par exemple avec une base de données comme MongoDB, c'est un SGBD non SQL, c'est que les identifiants, le ID de chaque document que vous enregistrez, il a une valeur comme ça. C'est-à-dire le MongoDB, il utilise UUID. Pour chaque enregistrement, il génère une valeur. Mais c'est bien de le savoir.
Ben, il y a une erreur ici. Alors, c'est quoi l'erreur d'après vous? Alors, dans l'interface rendez-vous repository, ici, vous avez utilisé le ID, les deux types langue, alors que c'est un string. Voilà, alors bon, ça c'est bon, un premier exemple. J'espère que vous aurez appris un peu quand même depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant. Maintenant, les choses, il va falloir mettre tout ça dans une moulinette. Il faut commencer à comprendre, gérer une entité, gérer plusieurs entités avec des relations. Ici, on a utilisé one-to-many, one-to-one. Et après, dans d'autres exemples, on va traiter le cas de l'héritage, des mini-to-many. Et après, mais a priori, donc si vous faites ça, donc a priori, donc il n'y aura pas de problème. Il y a toujours une exception. Doit être assigné. C'est-à-dire, il vous dit, en fait, save. Vous voyez donc ici, parce que rendez-vous repository, je suis passé toujours via rendez-vous repository, alors que je devrais passer via quoi? Hospital service. Save rendez-vous. Parce que c'est hospital service qui va déterminer la valeur du ID. C'est elle qui choisit la valeur du ID du rendez-vous. Et du coup, donc l'application, il va générer le rendez-vous. Si vous voyez, voilà, donc tout à l'heure, c'est ta question. J'ai pris le rendez-vous, je l'ai enregistré, mais il m'a affiché le ID du rendez-vous. Si vous voyez, donc UUID, il génère quoi? Il génère des identifiants comme ça. C'est des chaînes. C'est ça. C'est un UUID. C'est une chaîne aléatoire qui est générée. Donc, il n'y a pas toujours des auto-increments parce qu'il y a des systèmes qui n'aiment pas trop travailler avec des auto-increments. Pourquoi? Parce que auto-increment, c'est qu'à un moment donné, il y a une limite. N'est-ce pas? Comment? Par exemple. Mais ça règle le problème. Donc, c'est juste pour vous dire, dans le domaine du big data, il n'y a pas de auto-increment. Ça marche. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, les SGBD non SQL, c'est plutôt, on utilise des identifiants comme ça. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc j'aurais voulu faire aussi la partie de l'autre pour l'héritage et tout ça, mais je pense que si vous avez bien compris le principe, maintenant chez vous, donc il va falloir que vous travaillez ça. Ok? Donc l'activité de la semaine dernière, plus celle-là, il faudrait les enchaîner. Alors, juste un dernier point, quand même, parce que ici, pourquoi on fait tout ça? Parce qu'à un moment donné, on va créer ce qu'on appelle un contrôleur, la partie web. Supposons j'ai besoin de consulter la liste des patients. Alors, je vais créer un package qui s'appelle web. Alors, ça, c'est le prochain cours qu'on va faire. Je vais créer une classe qui s'appelle patient controller, REST controller. Alors ça, vous allez l'admettre. Donc, je veux juste créer un REST controller. REST controller qui va utiliser patient repository. On va faire l'injection des dépendances, soit avec AutoWire ou bien avec le constructeur. Et je vais créer une méthode qui permet de consulter la liste des patients. Et cette méthode-là, elle va retourner patient repository.find and all. Alors, pour accéder à cette méthode, je vais utiliser une méthode get mapping /patient. Alors, qu'est-ce que je viens de faire?
Je viens de créer un contrôleur qui permet de consulter la liste des patients. Vous aurez juste un petit problème. Alors, si vous lancez votre navigateur, maintenant vous tapez localhost 80 combien 86 / patient. Je vais avoir la liste des patients en format JSON. Mais ici, regardez. Tout ça, c'est des patients. Regarde, ça se termine jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est le problème des associations bidirectionnelles. Alors, quand je consulte un patient, regardez bien. Je consulte un patient. Vous savez, dans le patient, qu'est-ce que j'ai? Dans le patient, j'ai une liste. Une liste de quoi? Rendez-vous. Vous voyez, donc, quand il va convertir en JSON, il va convertir le patient avec son nom, sa date de naissance, malade. Et après, il va aspirer la liste des rendez-vous. Mais le problème, c'est dans rendez-vous, il va trouver également patient. Au patient, rendez-vous. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un problème, ce qu'on appelle les dépendances cycliques. Quand vous avez une relation bidirectionnelle, quand on va sérialiser en format JSON, alors ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement, quand tu vas me consulter un rendez-vous, ce n'est pas la peine de convertir en JSON le patient. C'est-à-dire, tu me donnes, pour un patient, tu me donnes ses rendez-vous, d'accord? Mais je ne veux pas, dans un rendez-vous, je ne peux avoir le patient. Ou l'inverse, quand vous voulez. Alors, si vous faites ça, donc vous allez tout simplement utiliser ici la notation Katsma JSON Property. Alors, JSON Property, c'est quelque chose, c'est pas du GPA. Avec Access, on va utiliser ici Write Only. C'est comme si vous lui dites, parce qu'en fait, il y a une librairie qui s'appelle Jackson, qui fait ce qu'on appelle le mapping objet JSON, c'est-à-dire il prend un objet et il le convertit en JSON. Maintenant, avec cette annotation JSON Property, je suis en train de lui dire, tu vas tu vas prendre en considération cet attribut-là uniquement quand je fais l'ajout. Mais la lecture, c'est pas la peine. Alors c'est pareil. Ici, donc, j'ai pas de. Donc, ici, patient. Maintenant, je vais avoir la liste des rendez-vous. Mais dans rendez-vous, il ne va pas retourner le patient. OK? Mais par contre, dans le rendez-vous, il va me retourner également les informations sur le médecin. Et également, il va me retourner les informations sur la consultation. Mais si je vais vers médecin, je dois régler le même problème. Je vais lui dire. Quand tu me donnes le médecin, c'est pas la peine de me donner la liste des rendez-vous. Parce que sinon, on va tomber dans la même boucle infinie. Et quand il me donne, la même chose ici. Quand tu me donnes les informations sur consultation, c'est pas la peine de me donner vous voyez donc, mais quand il y a une relation bidirectionnelle, c'est-à-dire, on va essayer de régler ça. Donc, d'abord, ce n'est pas l'objectif vraiment du cours. Hein. C'est quelque chose dont on va parler dans les prochains cours, quand on va faire la partie web, donc, notamment avec Spring MVC. Mais juste, je voulais vous montrer le résultat et après, je vais m'arrêter. Alors, JSON Property, Access. Je démarre l'application. Alors, je consulte les patients. Je consulte. Est-ce qu'il les démarre? Non. Alors ici, qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est toujours le... Alors j'arrête. Alors j'ai bien fait ça. Donc j'ai patient.
Je vais garder les collections de rendez-vous, il n'y a pas de problème, parce que j'ai besoin de consulter pour chaque patient quels sont ces rendez-vous. Mais dans rendez-vous, je vais pas, dans rendez-vous, je peux mettre le médecin, je ne vais pas retourner patient. Ici, je vais mettre la consultation. Oui? C'est right. Read. Voilà. C'est pour cela que ça n'a pas marché. C'est dans quel... Ah! Alors, ça ne marchera pas. Merci de le dire. Donc, ça, c'est réglé. C'est quoi ça? On n'a pas. Médecin. C'est right only. Consultation. Alors, vraiment, c'est... Alors, ça, comme je disais, donc cette partie-là, c'est pas du GPA. C'est juste pour vous montrer, en quelque sorte, à la fin, dans votre activité pratique, vous essayez quand même de le faire. Parce que si vous consultez le médecin, vous allez ce que vous allez avoir. Maintenant, j'ai quoi? J'ai la liste des patients. Chaque patient, j'ai quoi? Rendez-vous. Voilà son rendez-vous. Et chaque rendez-vous, voilà le médecin. J'ai la consultation. Mais regardez, si je n'ai pas fait ça, je vais avoir cette c'est ça le problème des associations bidirectionnelles. Quand on fait la sérialisation XML ou bien JSON, j'ai un deuxième patient, il n'y a pas de rendez-vous. Et j'ai un troisième patient, il n'y a pas de rendez-vous. C'est clair? Alors ça, je vais m'arrêter à ce niveau-là parce que j'ai déjà débordé. Attends, prenez vos places, prenez vos places.